l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui Vincent Guilloni, général Vincent Guilloni. Moi j'ai du mal parce que pour moi c'est un ami d'enfance et bien évidemment un enfant du pays. Donc Vincent, monsieur le général, nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui dans la continuité de notre cérémonie de ce matin. Merci à l'association Passeurs de Mémoire qui m'ont fait le... Arnaud Chargé et ses compagnons et compagnonnes qui me font le plaisir de m'avoir fait la haie d'honneur en tenue de poilu et d'infirmière de la garde 14. Merci à vous d'entretenir le souvenir de ceux qui sont morts pour que nous vivions. Voilà. Merci à vous. Alors, bon, je reconnais dans la salle pas mal de têtes connues, donc ça va se faire, cette présentation va se faire en toute amitié. Je vois mon grand ancien, le capitaine Estoup, qui est là, parmi nous, à Roger, enfin voilà, à qui j'ai eu le plaisir de remettre la médaille militaire l'an dernier déjà, Jacques, etc., mes cousins, mes voisins, enfin voilà, donc on est quand même en terre connue, et donc je vais vous reproduire un petit peu la conférence que j'ai faite à Brive récemment. Donc vous allez voir la même chose, un peu la photocopie. Et l'objectif de tout ça, c'est de vous donner, moi, ma vision des choses. Et surtout, par rapport à tout ce qu'on entend à la télé, sur les réseaux sociaux, à tout ce qu'on voit, etc., d'essayer de prendre un peu de recul par rapport à ce déluge d'informations qui peut en perturber beaucoup. D'autant plus que la situation, on revient tous, est quand même d'autant plus compliquée que tous les repères que l'on a, qui sont grosso modo hérités, on va dire, de la Deuxième Guerre mondiale, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sont en train de voler en éclats. Et donc il est certainement... C'est compliqué de raisonner la situation par rapport au référentiel dont on dispose. Voilà. Et donc c'est ce que je vais essayer de répondre à quelques questions. Alors allons-nous vers la guerre? Ça c'était ce qu'on avait demandé de prendre comme titre par rapport à une précédente conférence qui s'appelait Regarder les menaces en face. Bon, c'était plus accrocheur. Alors, la réponse, il n'y a pas besoin de faire de conférence. La réponse, c'est oui. Parce que, c'est facile, toute communauté humaine vit entre deux guerres. Alors après, c'est l'écart de temps qui sépare ces deux guerres. Mais la réponse, voilà, la guerre, elle fait partie de la vie de l'humanité. Et donc, c'est pas la peine de dire non, c'est comme ça. Ça a toujours été le cas. Après, le but, c'est où, quand, comment. Mais initialement, oui, toute communauté humaine, à un moment ou à un autre, rencontre la guerre. C'est comme ça. Alors, il y a des générations qui passent à travers, et vous le verrez. Merci à vous tous. Au revoir Arnaud, merci, et bonne prestation à Nespoul. Voilà. Alors, tout d'abord pour vous permettre de comprendre le raisonnement que j'ai, qui est mon raisonnement à moi, qui est issu de mes connaissances, de mon expérience, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai connu, et qui n'est donc pas la vérité. C'est qu'une version que je vous donne. Moi, personnellement, et c'est ce qui va vous expliquer pourquoi je raisonne comme ça, je considère que nous sommes dans une période de profond changement historique.
de très profonds changements historiques. Voilà. Et que ce n'est pas, contrairement à ce qu'on vous raconte, la fin du monde, mais on vit la fin d'un monde. Est-ce que, vu l'âge moyen de cette belle communauté, voilà, vos arrière-petits-enfants, vous avez convaincu, vos petits-enfants ne vivront absolument pas, mais absolument pas comme vous avez vécu. Donc c'est pas la peine de dire « vive le bon vieux temps, revenir en arrière », c'est fini. C'est terminé, on vit la fin d'un monde. Voilà. Nous avons vécu à peu près, soyons honnêtes, bien l'héritage de la révolution industrielle. Cette révolution industrielle est en train de mourir. On est en train de passer à complètement autre chose. Et c'est pas nouveau. Je vous invite à réfléchir. Alors, on l'a pas connu, mais voilà, moi j'ai dit le 15e siècle. Qu'est-ce que fut le 15e siècle? Qui est ce siècle de passage du Moyen-Âge au temps moderne, c'est-à-dire le siècle de la Renaissance. Enfin, on n'imagine pas ce que nos grands aïeux ont connu comme transformation dans tous les domaines. Voilà. Le 16e siècle ne ressemble en rien au 14e siècle, tous les domaines. Que ce soit dans le domaine militaire, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine artistique, que ce soit dans les croyances. C'est le moment où la chrétienté se questionne. C'est au moment où Luther et Calvin disent ça ne peut pas continuer comme ça. Sur le plan militaire, c'est la mise en œuvre de la poudre qui révolutionne complètement la façon de faire la guerre. Et on arrive à gagner enfin les Anglais à la fin de la guerre de 100 ans, à la bataille de Castillon, parce que les frères Bureau ont mis en place une artillerie privée que le roi paye et qui va lui permettre de mettre définitivement un terme à cette guerre qui ensanglante la France depuis 100 ans et de battre enfin les Anglais à plat de couture. Voilà. Et ensuite, ça y est, les charges de chevalerie, c'est terminé. On a enfin compris que c'était des conneries. Voilà. Mais vous voyez, c'est ça. Et j'en passe et des meilleurs, on découvre un monde, un continent qu'on ne connaissait pas, les Amériques. C'est-à-dire qu'on vivait sans avoir la notion que de l'autre côté de l'océan, la Terre était déjà pas ronde, et que quand Christophe Colomb, et entre autres, arrive, il pense que c'est l'Inde, hein. C'est un continent qu'on ne connaissait pas, aussi immense qu'il puisse être. Vous voyez, Copernic, qui n'ose pas dire ce qu'il a trouvé, lui a compris que l'univers ne tournait pas autour de la Terre, mais que la Terre tournait autour du Soleil. Enfin, grosso modo. Et l'imprimerie, eh c'est la diffusion d'un savoir qu'à l'époque, seuls les moines copistes maîtrisaient. La révolution de l'imprimerie, on pourrait dire que ça ressemble c'est assez proche de la révolution numérique qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Voilà, donc, je pense que, voilà, moi, personnellement, j'estime qu'on est à peu près dans une période assez équivalente. Et que peut-être que dans 500 ans, quand les historiens se pencheront sur ce qu'on a vécu, ils estimeront que ce siècle, c'est un siècle aussi de changement de période historique. On ne sera plus là, hein, pour le savoir. Mais, voilà, je vous invite à prendre ce recul parce que, voilà, je pense qu'on est en train de vivre une période assez équivalente et que l'humanité a déjà connu, et dont l'humanité s'est sortie, et elle a créé petit à petit. Alors, ce changement de monde, ça concernait à l'époque que l'Europe. Aujourd'hui, ça concerne le monde entier. C'est ça la vraie différence. Mais, je vous invite, alors, ceci va vous expliquer, après, ce que je vais vous raconter. Mais voilà, il faut accepter. Voilà, la roue, elle tourne. On ne l'arrêtera pas. C'est pas à peine de couiner, de se plaindre, de dire gna 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 gna. C'est comme ça. Et il faut l'accompagner. Et il faut faire en sorte qu'on sorte de là vainqueur. Le reste, c'est de la rigolade. Voilà. Donc, et je pense qu'on est là-dedans. Alors, à partir de là, je vais vous inviter à regarder le monde un peu sous différentes optiques. Alors déjà, sous l'optique économique. Vous voyez, alors bon, vous ne voyez pas très très bien parce que c'est sur la droite, mais c'est pas grave.
je vous ai fait l'évolution du produit intérieur brut mondial et par pays depuis 1973, avant la chute, le premier choc pétrolier. Vous voyez, grosso modo, alors vous voyez mal là sur la droite, la richesse mondiale a été multipliée par 5 depuis cette époque-là. Donc quand on dit que les gens sont de plus en plus pauvres, c'est faux, c'est absolument faux. L'humanité est de plus en plus riche. Voilà, déjà. Là-dedans, eh bien, il y en a qui sont montés plus vite, et il y en a qui ne sont pas montés plus vite, qui ont même un peu régressé. Je vous donne quelques exemples. Les États-Unis, leur PIB a été multiplié par 7. Donc, les États-Unis se sont enrichis plus que la moyenne mondiale. L'Europe, globalement, le produit intérieur brut des principaux pays européens, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie, France, a été multiplié de 4 à 4,5. Donc on s'est enrichi, mais moins vite que le reste de l'humanité. Il faut dire qu'on partait quand même d'assez haut. Mais les États-Unis partaient aussi d'assez haut. Et puis vous voyez qu'il y a des pays qui ont vraiment émergé. Regardez le drapeau brésilien. Hein, dans le PIB a été multiplié par 9. Le Brésil, c'est 210 millions d'habitants. Le Brésil sera demain devant la France. Sans difficulté. C'est comme ça. Vous voyez émerger aussi un pays qu'on ne voyait pas, le Mexique. Le Mexique et l'Indonésie sont des pays qui sont devenus de plus en plus riches. Le Mexique est à peu près en PIB au niveau de, vous voyez, de l'Espagne. Partez de loin, lui. Voilà, etc. Et vous voyez bien, je vous ai parlé du Brésil, mais l'Inde a eu un PIB qui a été multiplié par 8. Excusez du peu, l'Inde, ce n'est que 1,2 milliard d'habitants. Donc vous avez 1,2 milliard d'habitants qui se sont enrichis fois 8 depuis 1973. Et puis bien évidemment, on garde le meilleur pour la fin, la Chine, dont le PIB a été multiplié par 40. 1,5 milliard d'habitants. Vous voyez ? Donc on ne parle plus du tout du même monde. Plus du tout. Donc, et puis en revanche, un autre exemple, celui-là plutôt la Russie n'est plus du tout l'URSS. Il faut qu'on arrête de nous raconter des sornettes. Vous voyez, l'URSS, c'était sur la gauche, c'était le deuxième PIB mondial à l'époque. Bon, alors tout ça c'était trafiqué, mais c'était quand même une très grande puissance. La Russie aujourd'hui, où elle est entre le Brésil et la Corée du Sud. La Russie n'est plus une grande puissance. Elle a, entre guillemets, la chance d'avoir un président qui fait croire qu'elle est encore une grande puissance. Mais elle ne l'est plus. Voilà. Elle a encore pour elle quelques atouts. Elle a un territoire gigantesque, 11 fuseaux horaires. Elle a des richesses en matières premières considérables, notamment en Sibérie, et avec le réchauffement climatique, l'accès à ces richesses sera de plus en plus facile. Et puis elle a un arsenal nucléaire gigantesque, démesuré. Mais à part ça, et elle a un président qui arrive à faire croire que la Russie est encore une très grande puissance, ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle n'est plus. Voilà. Les États-Unis et la Chine ont tous les deux les atouts de grande puissance. C'est les deux seuls. Voilà. Et si je vous ai cité ces pays, Brésil, Inde, Chine, je ne vais pas parler de l'Afrique du Sud, Russie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'acronyme BRICS, voilà, eh bien ce sont ces pays-là qui constituent une alliance, la carpe et du lapin, hein, mais de ces pays-là, et notamment, donc la Russie est déclassée par rapport aux autres, mais Chine, Inde et Brésil ont les moyens, et c'est quand même l'objectif,
de remettre en cause le système économique mondial, qui aujourd'hui reste dominé par les États-Unis et par les Occidentaux plus généralement. Et vous voyez qu'ils ont de plus en plus les moyens de remettre en cause ce système qui est hérité de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, nous avons eu la chance, nous, d'être protégés de la guerre. De la guerre cruelle. Il y en a qui ont fait l'Algérie, il y en a qui ont fait... Voilà. Mais globalement, notre pays a été protégé depuis la Deuxième Guerre mondiale d'une guerre majeure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. On s'est entretenu dans l'illusion de tout ça. On a connu tous la guerre froide. On est quand même passé à deux doigts d'un conflit qui aurait là définitivement mis à terre l'Europe. On s'est fait la guerre de 70, pour commencer en termes de hors-d'œuvre. On a eu la Première Guerre mondiale qui nous a commencé à nous mettre un genou à terre, la deuxième où on a plié les deux, et il ne manquait plus que la troisième pour qu'on soit définitivement à terre. Parce cette guerre-là aurait été destructrice compte tenu des capacités militaires qui étaient entreposées sur le sol européen. Donc on est passé à deux doigts. Mais le monde, lui, il a continué à connaître la guerre. Voilà, je vous ai mis à peu près tout ce qui s'est, allez, on va dire passé, et encore très grossièrement, depuis cette période-là. Alors en jaune, vous avez les explosions jaunes, ce sont les conflits interétatiques. Vous avez la guerre de Corée. Hein. À droite, je vous rappelle que les deux Corées sont toujours en guerre. Hein. Voilà. Il y a juste un armistice. Ils sont en état de guerre. Les explosions rouges sont plutôt les conflits intra-étatiques ou les guerres de décolonisation. Il y en a encore qui ont connu la guerre d'Indochine, parmi nous. Hein. Et puis les guerres larvées, les guerres de délitement d'Afrique. Hein. Je vous ai mis les petites bombes. C'est tout ce qui relève du terrorisme au sens large. Hein. Voilà. Les têtes de mort, c'est la piraterie. Ça existe, la piraterie. Ça existe toujours. Voilà, il faut le savoir. Donc vous voyez, vous avez même un conflit très particulier hein, dans l'Atlantique Sud, la guerre des Malouines. La plupart d'entre vous en ont entendu parler. Donc vous voyez, il y en a eu pour tout le monde. Et puis, je vous ai mis des petits symboles nucléaires, on y reviendra. Hein, c'est les pays détenteurs d'un arsenal nucléaire. Donc, arrêtons. Oui, nous n'avons pas connu la guerre majeure, mais nous sommes des gens heureux. Parce que partout ailleurs, il y a eu. Donc la guerre, elle n'a pas disparu. Elle a disparu de chez nous, c'est tout. Mais il suffit d'avoir voyagé dans le monde, de s'être déplacé dans le monde pour comprendre qu'ailleurs, elle a continué à exister. Et vous voyez, voilà, c'est grosso modo cet espace-là, à l'intérieur, qui a été globalement préservé de la guerre majeure depuis la Deuxième Guerre mondiale. Pas épargné par le terrorisme et la grande criminalité. On y reviendra. Et vous voyez que ça correspond globalement au monde occidental. Donc arrêtons de croire que, définitivement, parce qu'on est des Occidentaux, on ne sera pas confronté à la guerre. Les autres l'ont été, et il n'y a pas de raison que on ne le soit pas. Alors, ceci dit, être en guerre, ça ne veut pas dire être confronté directement à la guerre. Alors on va faire une approche, quand le pays est en guerre, ça ne veut pas dire qu'on a la guerre à 2 pas de chez soi. Dans l'histoire de notre pays, d'ici, de notre région, eh bien regardez, si on fait une approche un peu historique depuis la guerre de 100 ans, ben, vous voyez, nos grands anciens, nos grands aïeux, ben, ils ont connu la guerre de 100 ans, ça a été quelque chose d'absolument terrible. La guerre de 100 ans, elle a eu lieu là.
Je rappelle que Terrasson a été pris par les Anglais de nombreuses fois. Et qu'à l'époque, on ne faisait pas de quartier. Il y a deux villes, Montignac, alors là, Montignac, ils sont passés à droite, etc., c'est les meilleurs. Il y a Brive-la-Gaillarde, qui est la Gaillarde de cette époque-là. C'est la ville qui a résisté aux Anglais, qui n'a jamais été prise vraiment par les Anglais, qui a été occupée par les Anglais après la désastreuse bataille de Poitiers en 1460, en 1360. Mais c'est tout. Voilà. Et Martel n'a jamais été pris par les Anglais. Mais à côté de ça, le vicomte de Turenne a conservé ses lettres de noblesse parce que la vicomté de Turenne a été plutôt à résister aux Anglais. Enfin, etc. Bon, mais nos aïeux ici ont vécu la guerre. Et ça a été quelque chose de terrible. Après, il y a une période de grands progrès économiques. Hein, et puis, il y a eu les guerres de religion qui ont aussi ensanglanté la région. Et depuis, nos parents, nos arrière-grands-parents, nos aïeux, n'ont jamais été confrontés directement ici, ceux qui sont restés vivre ici, à la guerre jusqu'à l'occupation. Donc vous voyez, on peut très bien, pendant des siècles, ne pas être confronté directement à la guerre. C'est dans notre histoire. Et puis, deuxième approche, qui est, en fait, ensuite, on a fait la guerre, la France a fait la guerre, et donc il y a beaucoup de Français qui ont fait la guerre. Mais, pendant très longtemps, on allait faire la guerre que si on s'était enrôlé dans l'armée. Le service militaire obligatoire ne date que de la Révolution française. Et encore, il y a eu la levée en masse, et puis ensuite ça s'est calmé, et on a définitivement mis en place le service militaire obligatoire après la guerre de 1870. Donc en fait, pendant très longtemps, même si la France était en guerre, même une grande partie des gens de 20 ans n'étaient pas à la guerre. Et quand vous regardez ça, je vous ai fait un deuxième, prenons, voilà, toujours dans notre région, et bien finalement un jeune qui n'était pas concerné, enfin quelqu'un qui naissait ici, et qui avait, entre guillemets, la chance de ne pas s'engager dans l'armée, ben finalement, imaginons qu'il soit né en 1800, ben il est mort de sa belle mort. D'ailleurs, en 1800, il n'avait que 35 ans d'espérance de vie. Hein. Ça aussi, il faut l'intégrer. Vous imaginez les progrès qu'on a fait. Hein. Et même les guerres napoléoniennes, les Français ont fait la guerre. Mais s'il y a bien une chose dont on parle peu, c'est que la période napoléonienne, c'est surtout une période de paix civile en France, heureusement après les affres des suites de la Révolution. Donc vous voyez, des gens qui n'ont jamais connu la guerre de leur vie et qui ne sont pas partis, il y en a eu beaucoup dans l'histoire de notre pays, même si la France a souvent été en guerre. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que si demain on a la guerre, elle va être ici. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et on peut très bien être dans un pays en guerre, qui fait la guerre, sans être confronté aux affres de la guerre. Il y a même des choses qui peuvent vous paraître étranges, Regardez, on va prendre deux conflits d'aujourd'hui, l'Ukraine et ce qui se passe à Gaza et au Proche-Orient. La ligne de front, et c'est un peu l'équivalent à la Première Guerre mondiale. La ligne de front, ça démastique beaucoup, il y a beaucoup de pertes. Mais à Kiev, bon, il y a de temps en temps un missile qui tombe, des drones qui tombent, mais globalement, à Kiev, les gens vivent... bon, alors il y a des coupures de courant, on a froid là, etc. Ils subissent quand même, mais ils ne sont pas confrontés directement. À Gaza, vous avez les bombardements, l'armée de l'air israélienne qui transforme Gaza en parking, mais vous montez 40 km plus haut, et vous avez les gens en maillot de bain qui sont en train de se baigner dans la Méditerranée au large de Tel Aviv. Voilà. Donc ne vous dites
pas que si demain on est en guerre, vous aurez des bombes qui tombent tous les matins dans votre jardin. Mais ça peut arriver. Voilà, mais vous voyez, il faut prendre un peu de recul. Alors, le monde aujourd'hui, il est en train de se transformer complètement, et puis comme je vous ai dit, nos référentiels, ils ne nous permettent plus de comprendre. Et vous allez voir aussi à travers les cartes. Ça, c'est la carte que vous avez l'habitude de voir. C'est-à-dire, globalement, on va y revenir. Donc, vous voyez, là, on est dans une vision du monde où ce qui est au centre, c'est plus l'Europe. C'est le continent américain. Ce qui est quand même assez proche de la réalité. Et globalement, aujourd'hui, vous avez dans un premier temps encore un camp, entre guillemets, occidental. Encore. Qui part, qui n'est pas résumé à l'Europe, hein, qui part de l'Asie, l'Australie, le Japon, et qui s'étend jusque chez nous. Avec comme leader incontesté les États-Unis d'Amérique. Avec un président actuel qui pourrait nous faire douter qu'on est encore un camp uni. Mais on pourra y revenir. Vous avez une deuxième zone, alors là c'est plus compliqué avec cette carte, il faut regarder à droite et à gauche, on va dire le bloc des autocraties, des pouvoirs forts, continentaux, essentiellement regroupés autour de la Russie et de la Chine, hein, qui, à la différence de ce qu'on a connu pendant la guerre froide, c'était le bloc communiste, hein, dont le leader n'est plus du tout la Russie, mais la Chine. Et de très loin. Et ça change beaucoup de choses. Voilà, donc, sensiblement. Vous avez ensuite une autre zone, en termes chrysogènes, hein, qui est le monde islamique, le monde musulman, que je vous ai dessiné, qui va du Maghreb, hein, la Mauritanie, du Sénégal, jusque en Indonésie. Bon, personnellement, ce monde-là, voilà, alors on parle beaucoup de terrorisme islamique, oui, ce monde-là, mais le terrorisme islamique n'est que l'expression d'un monde musulman en crise profonde. C'est pas l'islam contre le reste du monde, c'est un islam qui doute et qui comme la chrétienté dans les années 1400, se déchire. Voilà. Et bien évidemment, se déchirant, eh bien, les miasmes concernent l'ensemble des communautés musulmanes, où qu'elles soient. Voilà. Et donc, bien évidemment, que les extrémistes se révèlent partout où il y a des communautés musulmanes. Mais la première des choses à comprendre, c'est que d'abord, le monde musulman est en crise profonde. Et d'autant plus en crise qu'il n'a pas de hiérarchie bien affirmée. Et donc que ça part dans tous les sens. Voilà. Et le monde musulman confronté à la modernité se déchire, se questionne, parce qu'il n'a pas les éléments pour y répondre. Voilà. Rappelez-vous que le terrorisme islamique fait plus de morts parmi les musulmans que parmi les autres populations. Même s'il touche les autres populations, bien évidemment, il le touche d'autant plus qu'en fait, il propose un modèle sociétal qui n'est pas du tout ceux des sociétés qui accueillent les diasporas musulmanes. Et c'est bien un vrai sujet. Mais c'est d'abord un monde en crise. Et puis vous avez le reste du monde. C'est ce qu'à une époque, à l'époque de la guerre froide, on a appelé les non-alignés. On les retrouve à peu près. Et dans ce monde-là, il n'y a pas vraiment de leader, mais il y a des poids lourds, comme le Brésil ou l'Inde, qui prennent des positions en fonction de leur propre intérêt et pas par appartenance à tel ou tel camp. Et le conflit en Ukraine est assez révélateur de cette évolution des choses.
Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, quand il se passait un conflit en Europe, l'Europe étant le centre du monde, eh bien évidemment, ça avait des répercussions mondiales. Et le reste du monde était obligé de s'intéresser à ce conflit-là. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, la plupart des pays disent « mais c'est votre problème, c'est pas le nôtre ». Et vous nous demandez de nous positionner par rapport à ça, mais on s'en fout complètement. C'est un problème. Vous voulez vous casser la figure entre Européens, cassez-vous la figure entre Européens, non, on s'en fout. Et donc là aussi, c'est une évolution. Que l'Europe n'est plus au centre du monde et que nos déchirements, nos problèmes internes n'intéressent que nous. Voilà. Et que ça, c'est aussi un grand changement dont il faut prendre conscience. Et tous ces pays en jaune, là, vous ne voulez pas qu'on prenne parti, tout. Le pétrole russe nous intéresse, on ne va pas s'empêcher de récupérer du pétrole ou du gaz russe parce que vous vous tapez dessus entre vous. C'est votre problème, pas le nôtre. Mais ils ont d'autres sujets. Hein. On va le voir. Et vous voyez que ce monde, eh bien, les zones de turbulence, que je vous ai mis, on y revient, hein, c'est un peu la reprise de la carte que je vous ai montrée précédemment. Voilà, les soleils noirs, c'est les guerres, les nuages, c'est tout ce qui est instable, terrorisme, grande criminalité, etc., guerre civile interne. Et puis notre chère prolifération nucléaire. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une puissance qui détenait la bombe atomique, les États-Unis, qui en avait fait l'usage, qui a refroidi tout le monde. Très rapidement, parce que les Soviétiques étaient totalement infiltrés dans le projet Manhattan, les Soviétiques ont sorti donc 2 puissances. Et puis, petit à petit, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, les 2 premiers, plus le Royaume-Uni, la France et la Chine, ont acquis la capacité nucléaire. Et ces 5 puissances ont tenu pendant longtemps à la fois le Conseil de sécurité et puis à la fois, entre guillemets, la paix mondiale, parce que c'était les seuls à avoir un gros bâton qui faisait peur à tout le monde. Depuis, vous pouvez compter le nombre de puissances de pays qui ont acquis la capacité nucléaire militaire, et je dirais, c'est certainement qu'un début. L'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, Israël, sont des pays qui détiennent l'arme nucléaire et qui s'inscrivent dans la dialectique nucléaire qui recommence à cadrer les relations internationales. Vous l'avez vu avec l'Ukraine et la Russie. Il y a de très fortes chances, vous avez tous suivi la démarche de l'Iran, il y a de très fortes chances que quoi qu'on en fasse, bientôt, dans 5 ans, dans 10 ans, l'Iran aura l'arme nucléaire. Tout pays qui détient une intelligence, qui atteint un certain niveau d'intelligence collective, a désormais le droit, se donne le droit d'acquérir, de rentrer dans le club des puissances nucléaires. C'est inquiétant peut-être. Quoi qu'il en soit, l'Inde et le Pakistan, depuis qu'ils ont l'arme nucléaire, arrivent à négocier plus rapidement des trêves qu'avant. Mais c'est une évolution majeure. Majeure. On pourra y revenir si vous voulez, parce que là c'est très complexe. Hein. Mais on pourra y revenir. Alors, je m'étais amusé, enfin c'est un très mauvais croquis, j'en suis désolé, mais je m'étais amusé, je vous parlais du conflit ukrainien tout à l'heure, et je m'étais amusé à le crobarder
sous forme d'un peu de cours d'école pour essayer de rapidement résumer ce qui se passait. Mais vous voyez, il y a deux grands gaillards dans la cour d'école, que sont les États-Unis d'Amérique et la Chine, qui, comme je disais, ont tous les atouts des superpuissances. Et je pense qu'on peut comprendre la démarche du président Trump avec un objectif qui se comprend parfaitement quand vous êtes américain. C'est de dire, celui qui n'est pas très costaud, enfin qui est un peu plus costaud que les autres, mais qui est surtout teigneux, le russe là, au milieu, moi, patron de la première puissance mondiale, j'ai pas du tout envie qu'il continue à être tenu en laisse par le gros qui est de l'autre côté de la cour. Qu'ensuite il casse la figure à l'Ukrainien, c'est pas mon problème. L'important, c'est surtout que la Chine ne puisse pas disposer de la profondeur stratégique que lui offre la Russie. Voilà, et je négocie avec ces éléments-là. Que les Européens ne soient pas d'accord, c'est leur problème. Et d'ailleurs, comme je suis américain, je me rappelle que par 2 fois, à cause des chicayas et des bagarres entre Européens, j'ai été obligé d'aller faire tuer des GIs sur le sol européen. J'ai pas envie de remettre le couvert une 3e fois. Donc arrêtons de raisonner les Américains comme s'ils étaient des Européens. Les Américains sont d'abord des Américains. Et ils ont leur intérêt propre. Et le positionnement du président Trump peut nous choquer. Mais quand vous vous mettez de l'autre côté de l'Atlantique, ben, il vous choque beaucoup moins. Et d'ailleurs, il ne fait que dire brutalement et de façon mal élevée ce que ses prédécesseurs ont dit plutôt poliment et qu'on n'a pas voulu comprendre. Voilà, donc il veut couper la laisse que le président Poutine a mis dans les mains de Xi Jinping, tout seul, comme un grand. Voilà. Et donc, vous voyez que dans la cour d'école, ben, malheureusement, les Européens, ben, ils ont quand même un peu de mal à s'accorder. Entre ceux qui sont pas contents, et le disent, mais avec leurs petits bras, comme la France, la Pologne, ceux qui sont vraiment très très embêtés, comme les Allemands, qui avaient quand même mis une grande partie de leurs atouts économiques en misant sur la Russie et sur les matières premières russes, et donc qui sont extrêmement embêtés, et puis des Européens qui s'en foutent, mais alors complètement, comme les Irlandais ou les nations soi-disant neutres, comme les Autrichiens, j'en passe les meilleurs. Donc pas simple. Vous comprenez bien, voilà, c'était une petite illustration que les choses ont très largement changé par rapport à une époque où la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie pesaient énormément dans le concert des nations. Le seul avantage, c'est qu'aujourd'hui, comme elles pèsent moins, elles ont essayé quand même de s'unir. C'est pas simple. On pourra là aussi en parler. Alors, la guerre, oui, certainement. Tous les éléments sont là. Elle a commencé, on y est. Ou, eh bien, s'il y a un conflit majeur, vous avez bien compris que ce n'est pas forcément en Europe, puisque l'Europe, elle pèse beaucoup moins que ce qu'elle pesait avant. Alors, il faut regarder les grandes lignes de fracture d'aujourd'hui, de notre monde. Alors ça, c'est une autre façon de le voir, le monde. Voilà. Vous voyez, j'ai essayé de vous dessiner les principales. Bon, l'Europe, il y en a toujours, parce que de toute façon, l'histoire du continent européen, c'est une histoire de peuples belliqueux qui se tapent dessus, qui sont très novateurs, qui sont très à l'avance, qui sont très innovants, mais qui sont quand même batailleurs. Voilà. Donc il y aura toujours, et notamment aujourd'hui, vous voyez, cette ligne de friction entre une Europe et une Russie qui n'est pas complètement européenne, quoi qu'on en dise, et avec un pouvoir qui ne veut pas d'une Europe. Et aujourd'hui, si on parle de l'Europe, excusez-moi de faire on est confronté quand même à 2 partenaires ou, entre guillemets, adversaires qui ne veulent pas d'une Europe unie,
les Russes, bien évidemment, parce qu'on représente une telle puissance économique par rapport à la Russie, que la Russie préfère discuter avec l'Allemagne, avec la France, avec l'Italie, parce que là, elle est à peu près en position de force, mais pas du tout avec une Europe unie. Donc tout le but du président Poutine, c'est sur le plan politique, il n'y ait pas une union politique de l'Europe, voilà. Et puis, du côté du président Trump, il ne veut pas du tout une Europe économique puissante. Je cite souvent cet exemple. Jusque dans les années 70, le monde de l'aviation civile occidentale était dominé par les entreprises américaines. McDonnell Douglas, Lockheed Martin, Boeing, etc. Bizarrement, les Européens ont eu l'idée de faire un consortium européen qui s'appelle Airbus. Aujourd'hui, dans le monde occidental, il reste deux grandes entreprises aéronautiques, Boeing, qui a quand même de sacrés déboires, et Airbus. Donc, quand vous parlez aux Américains que les Européens s'unissent sur le plan économique, ça les fait rigoler qu'à moitié. Et donc, il est aussi assez logique que le président Trump n'ait pas un grand intérêt à ce que les Européens s'entendent, non pas sur le plan politique, mais sur le plan économique. Alors, vous voyez, c'est une situation... Mais bon, voilà, vous avez clairement une ligne de fracture traditionnelle en Europe, Europe-Russie. Vous avez une ligne de fracture traditionnelle de la Méditerranée. Voilà, qui est une conjonction... Voilà, c'est un monde toujours en ébullition, la Méditerranée, historiquement, depuis l'Antiquité. Donc ça le restera. Et vous avez d'autres lignes, celle du Proche, du Moyen-Orient, du Caucase, de toute cette région-là qui est en grande difficulté, et notamment du fait que le monde musulman est en crise profonde, et donc ça rejaillit sur cet ensemble-là. Car le cœur le plus populeux de l'islam n'est pas là, puisqu'il est en Indonésie et en Inde, mais le cœur culturel, politique de l'islam est bien encore là. Vous avez une grande ligne de fracture entre deux puissances majeures demain, qui est la chaîne himalayenne, entre l'Inde et la Chine, et puis vous avez une ligne de fracture qui se dessine, bien évidemment, avec le réchauffement climatique dans l'Antarctique. Et donc, à partir de ces lignes de fracture, s'il y a un engagement majeur, cet engagement majeur, il se dessinera autour de ces lignes de fracture, mais là où il y a des masses qui permettent d'en faire un engagement majeur, des masses à la fois militaires, des masses à la fois démographiques, et des masses et des puissances politiques et économiques. Ben, ce n'est pas forcément l'Europe, même si l'Europe reste très peuplée, reste encore unie, enfin, en prise dans son ensemble, une grande puissance économique, pas politique, c'est clair. Voilà. Mais, très clairement, si on devait le choc entre les États-Unis et la Chine, là, vous avez un vrai risque de conflagration majeure. Un choc entre l'Inde et la Chine, vous avez un vrai risque de confrontation majeure. Donc, demain, ben, si vous analysez ça de façon plutôt arithmétique, le risque de confrontation majeure numéro 1, c'est pas forcément vers chez nous. On y sera forcément impliqué, mais c'est pas forcément, je dis bien majeur, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se fiche sur la figure à un moment ou à un autre. Voilà. Donc le où, vous avez à peu près les endroits, mais là où il y a le plus de capacité de confrontation, c'est pas forcément chez nous. Même si, vous le voyez avec la Russie et avec l'Ukraine, on a quand même un vrai sujet. Mais j'y reviendrai dans les questions. Voilà, vu d'une autre façon, et là je vous ai projeté une carte que vous n'avez pas du tout l'habitude de voir, mais qui est la carte certainement de la façon de voir le monde aujourd'hui et surtout demain. Où le centre, c'est le Pacifique, c'est plus du tout l'Atlantique. Où vous voyez le bloc que représente la Russie, l'immensité de la Russie. Le trait d'union aussi que représente la Russie. Et vous voyez les deux grandes puissances majeures de part et d'autre de l'Atlantique, que sont les États-Unis et la Chine. Et vous voyez que l'Europe, elle est sur les côtés. Parce qu'elle n'est plus du tout au cœur du système international.
Et ça, c'est la vision du monde de la Chine et des États-Unis. Regardez la carte des colliers de perles chinois et des routes de la soie. Elle ne s'appuie pas sur notre carte eurocentrée. Elle s'appuie sur cette carte-là. Voilà. Donc là aussi, notre référentiel géographique, c'est plus le bon. Et ceci, vous allez montrer. Alors, voilà. Donc, comment on va faire la guerre? Alors ça, c'est mon domaine. Donc là-dessus, la guerre, on ne sait pas comment la prochaine conflagration majeure, où, vous avez vu à peu près, quand on y reviendra, comment? Eh bien, comment la guerre d'aujourd'hui, la guerre de demain, elle est déjà la guerre d'aujourd'hui. La guerre de 14-18, elle était déjà dans la guerre de sécession. Et on n'avait pas compris que la guerre s'industrialisait. Et c'est pour ça qu'on a envoyé nos fantassins en pantalon rouge, la baïonnette au canon, se faire démonter devant les mitrailleuses allemandes. Alors qu'on n'avait pas tiré les leçons de l'industrialisation de la guerre. On a su se transformer, hein. Pendant la Première Guerre mondiale, on l'a fait de façon assez remarquable, mais au début on n'avait pas tiré les leçons. Donc la guerre de demain, elle ressemblera à ce que l'on voit, enfin elle est déjà dans les gènes de ce qu'on voit au Proche-Orient et de ce qu'on voit en Ukraine. Mais, comme le disait Karl von Clausewitz, la guerre est un caméléon, c'est-à-dire qu'elle s'adapte aux circonstances. Voilà. On ne fait jamais la guerre exactement comme on l'a prévu. Mais quand même, on peut s'y préparer. Et là, je vous ai mis à peu près 5 éléments technologiques, 5 tendances technologiques et 5 tendances sociétales qui dessinent un peu les formes de guerre, enfin ce qui va compter dans les guerres d'aujourd'hui et de demain. Alors, robots et drones, ça, ce truc-là, je l'ai fait il y a 10 ans. Hein. Enfin, je ne l'ai pas fait il y a 10 ans, je l'ai fait il y a 7 ans. Hein. Voilà. L'Ukraine démontre que c'est des éléments qui, aujourd'hui, sont majeurs, sont importants. Les nanotechnologies, les biotechnologies vont complètement révolutionner à la fois les capacités des soldats, soldats augmentés. Alors je vois qu'il y a des gens du corps médical dans cette salle, donc ils voient à peu près ce que je veux dire. Voilà, enfin, et la façon de soigner les gens. Et les guerres, de toute façon, sont toujours des accoucheurs d'inventions, donc ces évolutions sont à suivre de très près. L'intelligence artificielle et le quantique sont en train de totalement changer voilà, et d'ailleurs sur le plan civil et bien évidemment sur le plan militaire. Aujourd'hui, par exemple en Ukraine, plus qu'avant, ce qui est vu est détruit. Voilà. Ce qui est vu est détruit. Et donc, c'est ce qui explique que la guerre en race campagne est quasiment neutralisée dans le conflit ukrainien. Et que là, on arrive à percer, c'est dans les zones couvertes, urbaines, où là, les avancées technologiques sont amoindries, de par le contexte géographique. Et c'est pour ça que les Israéliens ont eu autant de mal dans Gaza à détruire vraiment le Hamas. Ils ne sont pas arrivés. Même s'ils ont fait du nettoyage. Infrastructure, j'entends. L'évolution énergétique et les énergies dirigées. La poudre à canon, je ne vais pas dire vit ses dernières heures, mais voilà, on est sur un processus où la destruction sera de plus en plus à base d'énergie dirigée, de moins en moins à base de poudre explosive et de projectiles. Et puis enfin, sur les évolutions sociétales, eh bien, vous voyez, je reviens sur le deuxième point qu'on n'aborde pas toujours et dont je ne vous ai pas trop parlé, c'est la puissance des organisations criminelles.
Vous avez vu M. Trump qui envoie l'US Navy face au camarade Maduro, hein, le suspectant d'être un grand trafiquant de drogue, ce qu'il est d'ailleurs. Mais vous voyez que désormais, une puissance n'hésite pas à employer son armée pour s'attaquer à des réseaux mafieux. Vous avez des États qui sont dominés par les narcotrafiquants. Donc ça devient, certains cartels ont des puissances, ont des capacités d'agression, entre guillemets, paramilitaires, qui équivalent, qui sont supérieures à beaucoup d'États dans le monde, enfin de petits États. Voilà. Donc il n'est pas impossible, et c'est le cas, je vais vous donner 2 exemples, de voir les armées intervenir, se battre contre des organisations criminelles, de cartels. La drogue génère de tels profits que ces organisations-là ont des capacités financières et physiques du niveau d'État. Je vais vous citer 2 exemples très rapidement, sur le plan politique. Alors, les gens ne suivent pas trop ça, mais à Haïti, pauvre pays, première colonie française à être décolonisée par ses propres moyens, tout ça à l'ouverture, hein. Ça date quand même, enfin bon, ça n'a pas donné grand-chose, c'est un pays, c'est plus un pays, c'est rien du tout, c'est de l'anarchie. Ceux qui veulent avoir une belle vision de l'anarchie, ils vont en Haïti et ils verront ce que c'est. Le président a été abattu. Les premières manchettes de journaux ont parlé de coup d'État. En fait, ce n'est pas du tout un coup d'État. C'était un règlement de compte, parce qu'il n'avait pas joué le jeu du cartel, d'ailleurs, il n'a pas été remplacé. Parce qu'il n'était plus à un cartel de la drogue, et il s'est fait abattre, tout simplement. Il n'a pas été remplacé, parce que les cartels ont aucun intérêt à ce qu'il y ait un président. Bon, voilà. Et puis d'un autre côté, des armées qui sont confrontées à des organisations criminelles, un pays comme le Mexique. Vous avez vu que c'est un pays, quand même, dont le PIB est honorable, et qui est un État constitué. Le Mexique, c'est pas un pays anarchique, c'est un pays, il y a un gouvernement, il y a des institutions, il y a une économie, il y a des industries, machin, et où l'armée est engagée dans certaines zones parce que c'est plus possible. Parce que la police tient plus. Et c'est pourtant un pays civilisé. Et il y a, au Mexique, 50 000 de morts violentes par an. Vous voyez ? Donc dans des pays qui vivent très correctement, eh bien, normalement, l'engagement de l'armée face à des organisations internationales est réel, c'est déjà la réalité, c'est pas de la science-fiction. Et puis enfin, la conquête spatiale, puisque désormais, on a accès de plus en plus à l'espace extra-atmosphérique, eh bien, l'homme est comme ça, c'est-à-dire que dès qu'il ouvre un champ d'action, ça devient un champ de compétition, et ça devient un champ de confrontation. On est construit comme ça. Voilà. Et donc, aujourd'hui, eh bien, l'évolution, l'arrivée de plusieurs concurrents dans l'espace extra-atmosphérique fait en sorte que l'espace extra-atmosphérique, l'espace devient un nouveau champ de confrontation. Et ce qui fait donc, en plus de ça, la complexité des guerres modernes, c'est la multiplication des champs de confrontation et la coordination obligatoire des actions entre tous ces champs. En bref, à l'époque préhistorique, c'était simple, on était sur Terre, on se mettait des coups de massue sur Terre. Et puis on a commencé à naviguer. Eh bien, on a ouvert un deuxième champ de confrontation et on a continué à se casser la figure, aussi sur mer. Et puis finalement, on a réussi à voler. Eh bien, on a ouvert un troisième champ de confrontation qui a été l'espace aérien. Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on a 2 espaces de plus qui sont l'espace extra-atmosphérique, les satellites, le machin qui nous aident à faire la guerre, à observer, et puis l'espace numérique, cyber.
Et donc aujourd'hui, tout le défi d'un chef militaire, c'est d'arriver à coordonner les actions dans ces 5 champs pour arriver à l'objectif. Voilà. Et puis enfin, mais ne croyez pas que la guerre va se passer de façon uniquement dans le monde cybernétique à coup d'ordinateur. Les deux tendances, ben, c'est les deux tendances, j'allais dire, historiques de la confrontation. D'abord, de plus en plus de rapidité, de précision et de distance dans les frappes. Voilà. On frappe de plus en plus loin, on frappe de plus en plus précisément et on frappe de plus en plus rapidement. Intelligence artificielle, énergie dirigée, j'en passe et des meilleurs, tout ce que vous avez vu. Voilà. Mais en même temps, on continuera aussi à se confronter les yeux dans les yeux et à se finir à la baïonnette. Il ne faut pas croire que l'évolution technologique va faire en sorte qu'on va uniquement se faire des choses dans les ordinateurs. Ça, c'est une vision j'allais dire, le bisounours. Effectivement, on le fera. Mais au bout du bout, le sang d'une nation, il se jouera avec le sang de ses enfants. Parce que ça a toujours été comme ça. Voilà. Mais vous voyez, on a ces deux tendances qu'il faut aussi gérer et maîtriser. Et c'est un grand défi. Et puis enfin, bien évidemment, j'ai appuyé un peu trop, le retour de la dialectique nucléaire, puisque de plus en plus de nations sont détentrices et seront détentrices de la puissance nucléaire. Et donc, il faudra de nouveau prendre en compte ce fait, qui est un fait qui modifie la façon... Ça ne veut pas dire que ça empêche, mais ça veut dire que ça crée un certain nombre de limitations ou de... Vous voyez bien, par exemple, que la Russie peut se permettre de faire beaucoup de choses parce qu'elle sait qu'on ne va pas la frapper chez elle. Massivement. Parce qu'elle a un tel bâton de retour. Voilà, donc ça crée une certaine impunité. Alors elle le fait d'autant plus facilement qu'en face, l'Ukraine n'est pas... C'est facile. Face à une autre puissance nucléaire, ça se... Voilà, ce fait-là rentre en ligne de compte. Vous voyez bien les déclarations entre et regardez, j'ai un nouveau missile, et moi, je vais vous montrer que je recommence les essais nucléaires. Là, on est revenu complètement dans la dialectique nucléaire de la guerre froide, et il faut le prendre en compte parce que c'est de nouveau un élément du jeu diplomatique et militaire international. Alors, la dernière question, c'était quand ? Eh bien quand, je suis bien incapable de vous le dire. Quand il y aura une conflagration majeure. Mais ce dont je suis certain, c'est qu'aujourd'hui, le monde est tellement instable, j'ai bien compris, que ça partira d'un fait anodin. Les gros trucs, tout le monde s'entend plus ou moins pour éviter que ça déborde trop. Même si l'ONU est plus du tout opératoire, voilà. En fait, ça sera l'effet d'aile de papillon. C'est-à-dire, voilà, ce monde il est tellement chaotique qu'en fait, c'est un événement de seconde zone que personne ne traitera, qui dégénérera et que plus personne ne pourra arrêter. Moi, c'est mon sentiment. Voilà. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, la situation, elle, est assez... entre guillemets, excusez-moi le terme, favorable à ça. C'était pas le cas quand on était en pleine guerre froide. Là, il y a les deux superpuissances qui verrouillaient tout. On se tapait à droite, à gauche. On savait que si on se rentrait dedans, ça allait être la conflagration majeure et que tout le monde allait être perdant. Et donc, les affaires, elles étaient coincées. Le capitaine Stuck qui a fait la campagne de Suez, Suez est un élément... qui explique beaucoup de choses dans ce monde-là, où les États-Unis et les Russes ont dit « bon, maintenant, vous arrêtez ». Et comme on a un gros bâton, vous allez comprendre que vous allez arrêter. Voilà. Ce monde-là, il n'existe plus.
Et aujourd'hui, il n'y a plus d'éléments de régulation partagés qui font qu'un élément secondaire puisse être, un élément puisse être à coup sûr maîtrisé. Voilà. Et je pense que c'est... Vous voyez, le printemps arabe, pour vous donner... Il est parti de quoi? Il est parti d'un étudiant qui s'immole devant une sous-préfecture de Tunisie. Il y en avait eu... Il y a eu des incidents comme ça, il y en avait une vingtaine avant. Et puis c'est parti de ça. Et là, le monde musulman, enfin arabe, arabo-musulman, parce que ça n'a touché que lui, c'est embrasé. Et c'est parti d'un fait, j'allais dire dramatique, mais totalement fait divers. Voilà. Eh bien, je pense que c'est cette image. Donc voilà, il faut se préparer à ce que ça arrive à n'importe quel moment. Parce que la situation est grandement instable. Voilà. Et comme je dis, on est dans un monde de rugby. Quand on se prépare à se faire plaquer, ça fait beaucoup moins mal que quand on ne s'attend pas du tout à se faire plaquer. Et ben voilà. Donc c'est un phénomène humain. Il arrivera peut-être pas à nous tout de suite, il faut s'y préparer, et le jour où ça arrivera, on sera prêt, et ça fera beaucoup moins mal que si on ne s'y prépare pas. Voilà ce que je peux vous dire, et maintenant je suis ouvert à vos questions. Intervention lucide qui, je l'espère, aura éclairé beaucoup. C'est clair, c'est net. Oui, d'accord. J'aurais une question, deux, mais une qui se fait sur le passé. Qu'est-ce que ça aurait été si la Russie avait intégré l'Europe? Mais ça vous parlerait peut-être bien en arrière, ce n'est plus le cas, donc oublions. Par contre, la France est, je crois, encore peut-être, le deuxième vendeur d'armes au monde, si je me trompe, ou troisième. Troisième ou quatrième, ça dépend. Voilà, ça change. Mais en fait, bon, 3, 4, c'est pas dans les premiers. Oserais-je dire comment l'expliquer? Est-ce que vous avez une idée? Je ne sais pas. Merci. Alors, comment l'expliquer? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que grâce, entre guillemets, à la dissuasion nucléaire, la France, qui s'est profondément désindustrialisée, a dû maintenir une industrie souveraine de défense pour qu'elle soit souveraine dans sa dissuasion nucléaire. Voilà, donc ça c'est une des premières raisons. Donc on a conservé, heureusement, la seule industrie qui est correctement structurée, organisée et qui produit est l'industrie de défense parce qu'il a fallu rester souverain dans toutes les technologies qui nous permettent de conserver la dissuasion nucléaire. Grâce à ça, nous avons maintenu des industries de haute qualité dans les domaines de haute technologie. Et donc, à ça, on produit encore des équipements de très grande qualité et donc qui intéressent ceux qui peuvent, ceux qui ont de l'argent pour en acheter. Voilà, donc ceci explique cela. On ne produit pas en masse, parce qu'on n'a plus une industrie de masse. Voilà, on a une industrie de niche. Dassault, par exemple, n'est pas une multinationale. Dassault, c'est 7000 salariés. C'est une industrie mondialement connue qui produit des matériels de très grande qualité, mais ce n'est pas des groupes commerciaux qui font 180 000 salariés, etc. Donc ce n'est pas des grosses entreprises, mais c'est des entreprises qui, comme je vous ai expliqué la raison, produisent du matériel de grande qualité, et donc des pays qui ont de l'argent et qui veulent s'équiper, et qui ne veulent pas être pieds et poings liés vis-à-vis des États-Unis ou vis-à-vis de la Russie. Ben nous, on est comme les Britanniques,
un peu mieux que les Britanniques, un peu plus que les Britanniques, parce que les Britanniques sont beaucoup plus liés économiquement aux États-Unis. On est un partenaire enfin on est un producteur, je n'arrive pas à trouver le terme, mais qui permet de ne pas être complètement sous le joug des très grands producteurs d'armement que sont les États-Unis, la Russie et désormais la Chine. Voilà. Donc, beaucoup de pays acheteurs vous diront j'achète français parce qu'au moins je ne serai pas coincé par les oukases des Américains ou des Russes. Parce que quand vous vendez un produit, derrière la licence, vous avez des autorisations d'emploi. Voilà. Et donc, si vous achetez tout américain, le jour où vous êtes employé et que ça ne plaît pas aux Américains, clic, 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 ils vous bloquent tout et vous ne pouvez rien faire. Voilà, donc c'est pour ça que l'industrie de l'armement, elle est très politique à cause de ça. Voilà, mais la raison, elle est là. Donc en masse, on n'est pas... On ne vend pas en masse énormément de choses, mais comme c'est des choses qui coûtent cher, et qui sont de grande qualité et qui coûtent cher, voilà, donc en termes de budget, on est quatrième, troisième rarement, cinquième, l'Allemagne est à peu près dans le même paquet, le Royaume-Uni, enfin voilà. Alors l'Allemagne, elle a conservé une industrie pour d'autres raisons que tout, puisqu'elle n'a pas d'arsenal nucléaire. Elle a conservé une industrie parce que l'Allemagne, elle a estimé que l'industrie restait un de ses facteurs de puissance. Voilà, j'ai répondu à peu près. Quant à la Russie dans l'Europe, ça c'est une très très bonne question, je pense que c'est pas réalisable. Qu'il y ait pu avoir une alliance, des traités de coopération avec la Russie à une époque, entre l'Union européenne et la Russie, oui. Mais intégrer la Russie dans l'Europe, on parle quand même pas de la même chose. Voilà. Le virage qu'on a certainement raté, c'est celui effectivement d'accord, j'allais dire, d'accord de libre-échange, on va dire ça un peu comme ça, entre l'Union européenne et la Russie. L'intégration politique, c'est illusoire. Illusoire. C'est pas le même monde.